l'heure. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le journaliste et écrivain Stéphane Amar. Bonjour Stéphane Amar. Bonjour Dimitri. En direct avec nous depuis Israël. Il n'y aura pas de trêve des combats ce jeudi dans la bande de Gaza. Stéphane Amar, le cessez-le-feu qui devait débuter dans un peu moins de 2 heures est donc reporté à pas avant vendredi, sans plus de précision. Stéphane Amar, est-ce que l'on connaît la raison de ce contretemps ? Alors d'après les négociateurs, il s'agirait avant tout de raisons logistiques. Ce cessez-le-feu aura bien lieu. Il y a d'ailleurs des informations contradictoires. Il y a quelques minutes, le Qatar vient d'indiquer que la trêve commencerait bien ce matin. Je vous rappelle que le Qatar est sinon le principal intermédiaire entre le Hamas et Israël, mais c'est une composition un petit peu compliquée puisque les États-Unis, bien sûr, sont partie prenante, mais également l'Égypte. Donc il faut régler tout ça et il faut aussi techniquement organiser la libération d'otages israéliens qui doit intervenir normalement aujourd'hui ou plus tard demain. Bon, semble-t-il donc ça ne change pas les termes de l'accord sur cet échange de prisonniers qui devrait donc bien avoir lieu. A priori, non. Ouais. Est-ce qu'on sait, Stéphane Amar, les critères sur lesquels les otages détenus par le Hamas seront choisis, qui sera libéré? On sait que les familles des 240 otages, elles sont totalement au supplice parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'informations. C'est vraiment un secret d'État. C'est un secret d'État. Le gouvernement israélien ne veut livrer aucun nom afin de ne pas susciter de faux espoirs et également la colère des familles qui n'auraient pas leurs membres libérés. Ce qui paraît certain, c'est que ça concernera essentiellement des femmes et des enfants qui sont très nombreux à être détenus par le Hamas à Gaza. Mais donc il n'y a pas de liste de noms à ce jour officielle des otages qui seront libérés, hein. Non, pas de liste de noms et c'est un supplice supplémentaire évidemment pour les familles. Alors qu'à l'inverse, on voit qu'Israël est d'une transparence totale sur la liste des otages palestiniens qui vont être libérés en retour avec ce ratio de 3 Palestiniens libérés pour 1 Israélien. Une liste de 300 noms a été rendue publique et il y a 49 membres du Hamas sur cette liste. Est-ce que c'est un sujet dont on parle en Israël? Est-ce que c'est un sujet de polémique ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, une partie du gouvernement, les ultranationalistes, s'étaient opposés à cet accord précisément pour cette raison, parce qu'ils estiment que ce serait cédé au sondage du Hamas. Ce qu'il faut tout de même préciser, c'est que par rapport aux précédents accords, et notamment par rapport à l'accord Shalit, où 1027 terroristes du Hamas avaient été libérés contre un seul soldat, là on est dans un ratio, vous l'avez dit, complètement différent, mais surtout, parmi les Palestiniens qui seront libérés, il y a essentiellement des adolescents, dont certains sont impliqués dans des actes de terrorisme, comme par exemple vouloir poignarder une mère de famille, mais globalement il ne s'agit pas de hauts responsables du Hamas et encore moins de chefs terroristes, qui pour Israël est tout de même une victoire. Ah oui, parce qu'il y a ce souvenir cruel de la libération de Yahya Sinwar, donc le chef du Hamas à Gaza, qui semble-t-il serait la tête pensante peut-être des attentats des pogroms du 7 octobre. Israël se souvient avoir libéré cet homme, pensant l'avoir entre guillemets désamorcé. C'était apparemment une erreur, hein. Oui, absolument. Et ce qui semble maintenant se profiler, c'est qu'une bonne partie des organisateurs des massacres du 7 octobre ont été libérés dans le cadre de cet accord Shalit ou dans le cadre d'échanges de prisonniers précédents. Et ça, évidemment, ça suscite la colère des Israéliens qui ne veulent pas retomber dans le même type d'erreur. Est-ce qu'accepter le cessez-le-feu a été chose aisée pour le cabinet restreint qui conduit la guerre autour de Benyamin Netanyahou, Stéphane Amar? Alors, il y a une pression des militaires. Les militaires expliquent que tout cessez-le-feu profite au Hamas parce que ça lui permet de se réorganiser et également d'alimenter ces groupes électrogènes, parce que vous savez qu'il y a aussi du carburant qui va entrer dans la bande de Gaza, et ces groupes électrogènes permettent de faire tourner les ventilateurs des fameux tunnels. Or, l'armée israélienne espère asphyxier au sens propre les combattants du Hamas, les forcer à sortir à l'air libre et donc leur couper toute alimentation. Donc il y avait évidemment des réserves des militaires, mais le gouvernement est également sous pression des familles des victimes et de toute la société qui veut absolument que les otages rentrent chez eux. Donc il a dû trancher d'une certaine manière et arriver à ce compromis. Et alors, on sait des choses, des coulisses de l'accord qui a été trouvé. On sait par exemple que les discussions, elles ont commencé très très tôt, dans les jours qui ont suivi le programme du 7 octobre. Mais on sait aussi qu'il y a une partie cachée à cet accord conclu avec le Hamas. Qu'est-ce qu'on dit en Israël ce matin, Stéphane Amar, justement de cette partie cachée de l'accord ?
Il y a, si vous voulez, une émotion qui domine en Israël ce matin. C'est-à-dire que c'est sans doute l'épreuve, et même certainement la plus terrible que les Israéliens aient eu à subir depuis la création de l'État en 1948. Et cette libération d'otages est vécue comme un soulagement et vécue finalement comme un peu d'apaisement dans cette période terrible. C'est ce qui domine. Tout le reste, je dirais, passe au second plan. Et ce qu'on entend beaucoup aussi en Israël, c'est que il sera bien temps un jour de régler les comptes, de voir exactement comment tout cela a été fait, comment tout cela a été négocié. Mais pour l'instant, on le sent bien, la population est soudée derrière son gouvernement dans cette décision. Et question enfin, Stéphane Amar, sur la perception que l'on a en Israël aujourd'hui, évidemment du repositionnement diplomatique mondial autour de ce conflit d'Israël avec le Hamas. Qu'est-ce qu'on pense de la position choisie par la France, par Emmanuel Macron, qui a bougé vis-à-vis de ce qui se passe actuellement en Israël et qui aujourd'hui semble vouloir tenir une position d'équilibre entre les belligérants. Qu'est-ce qu'on en dit en Israël ? On n'en dit pas du bien. Les Israéliens sont relativement choqués par ce revirement d'Emmanuel Macron qui effectivement au départ avait eu l'impression d'être en empathie et de prendre le parti d'Israël dans ce combat contre le Hamas. On peut par exemple comparer cette position avec celle de l'Allemagne qui est sans aucune ambiguïté. Les Allemands se rangent résolument aux côtés d'Israël et ils condamnent dans leur propre pays les débordements ces manifestations où l'on entend par exemple qu'il faut libérer la Palestine de la mer jusqu'au Jourdain, ou alors qui excuserait ou nierait les massacres du Hamas. Tout cela est interdit en Allemagne, et on voit bien que la position de la France est beaucoup plus médiane, effectivement, comme vous le disiez, et c'est vécu d'une certaine manière comme une forme d'hostilité, ou en tout cas d'incompréhension de ce qui se passe ici en Israël. Merci beaucoup Stéphane Amar de vos lumières. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, L'exception israélienne, enquête sur un État controversé. C'est paru aux éditions de l'Observatoire. Bonne journée à vous. Merci de nous avoir répondu. Merci Dimitri.